Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne partout dans le monde où vous êtes naturellement sur Télé 50 et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JM4 Today que vous appréciez particulièrement. Ce matin, depuis Kinshasa, nous allons parler de relations entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo, je dirais moi, et l'Afrique, parce que le Congo est un des grands pays de la sous-région. Et quand on parle de ces rapports entre l'Union européenne et l'Afrique, on doit scruter naturellement qui apporte quoi et combien, et surtout comment établir des bons rapports qui sont donc constructifs, pour ne pas dire dans lesquels chacun se retrouve en win-win, comme on dit, moitié-moitié. Sinon, ça serait déséquilibré. Notre invité du jour, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne ici en RDC, Jean-Michel Dumeau. Bienvenue. Bonjour. Alors, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Oui, en tout cas, je suis très heureux de vous recevoir dans cette émission parce que ça faisait un moment, effectivement, qu'il y avait beaucoup de demandes des téléspectateurs pour que l'Union européenne, représentée ici par vous, s'exprime sur un certain nombre de choses. Parce que quelquefois, on ne connaît pas très bien ce que vous faites ici en tant qu'ambassadeur, mais surtout en tant que représentation de beaucoup de pays d'Europe. Ici en RDC, vous êtes un ancien de l'ENA, École nationale d'administration, diplomate de carrière. Vous avez une affection particulière pour l'Afrique parce que il semblerait que vous connaissez un tout petit peu l'intérieur de ce pays. Ça fait combien de temps vous êtes ici? Écoutez, ça fait 3 ans et demi et j'ai pu visiter pratiquement toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Je suis allé encore ce week-end à Kolwezi pour visiter les mines qui sont en cours de développement dans la région. Donc effectivement, j'essaye de me déplacer parce que Kinshasa et la Gombe en particulier, ce n'est pas exactement tout le Congo, loin de là. Absolument. Alors comment vous avez trouvé le Congo depuis que vous êtes là, depuis 3 ans? Alors, écoutez, c'est d'abord un pays magnifique. Hein. Je pense vraiment que c'est sans doute un des plus beaux pays d'Afrique. Une population accueillante, entreprenante, et il y a clairement des potentialités extraordinaires. Et le malheur, c'est évidemment de voir que tout ceci reste quand même largement inexploité et que la population continue de vivre mal. Comme vous le savez, les chiffres sont bons, mais on ne mange pas de chiffres. Vous aviez dit on ne mange pas les routes, mais au moins les routes, ça sert à manger quand même, parce que ça sert quand même à apporter. Et vous y contribuez aussi. Alors, j'ai posé cette question parce que très souvent, lorsque un ambassadeur arrive au Congo, on s'attend à ce qu'il trouve la brousse partout, pas d'infrastructure, pas de démocratie. Si on prend, allez, 3 points sur lesquels on peut s'exprimer clairement: démocratie, infrastructure et état général du pays. Quelle serait votre carte postale que vous présenterez du Congo? Écoutez, je crois que depuis 2006, depuis les accords de Sun City, les élections de 2006, la nouvelle constitution, les progrès qui ont été faits sont incontestables. Maintenant, il faut, je dirais, continuer, c'est-à-dire bâtir un état de droit qui soit réellement solide. Un élément essentiel, c'est la justice. Le ministre de la Justice, avec lequel, sous l'autorité du président de la République, nous avons l'autre jour lancé les États généraux de la justice, l'a dit lui-même, donc cela me facilite les choses, mais il a dit la justice est dans une situation déplorable. Et c'est vrai, et c'est un gros problème parce que c'est un risque pour la concorde sociale. Quand les gens n'ont plus confiance dans la justice, vous avez un risque de justice privée, et ça c'est vraiment extrêmement dangereux, mais plus profondément, c'est surtout un risque pour l'activité économique. Je prends un exemple tout simple. Vous avez ici, hier encore, quand nous sommes allés à Kolwezi par avion, nous avons survolé pendant des centaines de kilomètres des savanes herbeuses où il n'y a rien.
Il n'y a pas... Autrement dit, il faut attirer beaucoup d'investisseurs pour que les climats des affaires soient facilités par des créations d'entreprises. Pas seulement. Donc la justice doit garantir tout ça. La justice doit garantir tout ça, mais je dirais qu'elle doit garantir quelque chose de plus fondamental encore. Donc l'agriculture, vous avez ici le tiers du pays, en gros, qui est inexploité. En plus, ce sont des savanes, donc vous n'allez même pas couper des arbres, et donc au point de vue protection de l'environnement, ce n'est pas un problème. Et donc, pourquoi ça ne se développe pas? Parce que vous avez une instabilité du foncier. Bon, la loi n'est pas très claire, sans doute faudrait-il faire des progrès de ce côté-là, mais surtout, vous avez normalement, en théorie, c'est l'État congolais qui est propriétaire, oui. Et il y a une amphithéose. Bon, la réalité, elle est différente, et vous avez des gens qui doivent acheter à 4, 5, 6, 7 chefs coutumiers qui chacun vous donne un magnifique papier. Le problème, c'est quand vous allez devant un juge, hein, on sait très bien que c'est celui qui donne le plus qui obtient satisfaction. Et donc la conséquence, c'est quoi? C'est quand vous êtes exploitant, propriétaire agricole et agriculteur, et vous allez devant une banque, la banque va vous dire, bah écoutez, cher monsieur, je suis absolument désolé, mais votre titre de propriété, ça vaut rien. Donc il faut la réforme de la justice pour, en quelque sorte, viabiliser les documents administratifs. Je vous donne un exemple tout simple. Hein, oui. C'est-à-dire, là, il s'agit de faire en sorte que les titres de propriété foncière soient véritablement une valeur légale. Et donc, après, la banque peut prendre des hypothèques et peut vous prêter de l'argent. Si vous avez uniquement 3% à peu près des prêts qui vont à l'agriculture, c'est malheureusement pas un hasard. Donc, je vous donne là sur un exemple très concret le rôle absolument fondamental de la justice. C'est pour ça que nos programmes, ils visent d'abord à conforter l'état de droit, et la justice est vraiment au cœur de notre action. Et je suis vraiment extrêmement content de voir que le président de la République ait ouvert ses états généraux, et que le ministre, d'abord, ait fait un constat tout à fait lucide et réaliste de la situation, qu'il y ait eu des débats ouverts pendant une semaine, et qu'il y a quand même les axes pour une réforme qui sont là. Et donc, nous allons pouvoir appuyer ces réformes. Absolument. Alors, parlons concrètement maintenant de ce que vous faites réellement ici. Là, vous avez apporté de l'aide, notamment pour la justice. Mais est-ce que pour développer le Congo, il ne faut pas aussi des routes? Alors, il faut des hôpitaux, il faut des écoles. Qu'apporte l'Europe? Alors, il faut tout ça, évidemment. Et notre priorité, alors, c'est dans le domaine des infrastructures, de se reposer sur un schéma global pour l'ensemble du pays. Désenclavement. Je dirais plus que ça, effectivement, désenclavement, mais surtout rétablir l'unité territoriale, physique du pays. Parce que vous avez, en gros, 3 grands espaces à la fois démographiquement et économiquement importants. Vous avez la zone de Kinshasa-Matadi, vous avez le sud du Katanga, et puis vous avez la zone du Rift albertain. Bon. Et quand vous prenez les chiffres, vous apercevez que si vous prenez pour la TVA par exemple Katanga plus Kinshasa, vous faites plus de 90% des recettes fiscales de l'État. Ça, c'est en termes d'entreprise, en termes d'activité économique? En termes d'activité économique et surtout de rentrée fiscale pour l'État. Oui. Et donc vous avez ces 3 pôles, et entre les pôles, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de population. Et donc le premier objectif, c'est vraiment de rétablir la République démocratique du Congo comme un espace politique et économique réellement unifié. Ça passe par quoi? Ça passe quelque chose d'assez simple en fait. Vous avez un grand fleuve qui est magnifique et qui en plus a un énorme avantage, c'est qu'il est réparti des 2 côtés de l'équateur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il pleut pas au nord, il pleut au sud, et quand il pleut au sud, il pleut pas au nord. Bon. Et donc le régime est équilibré, et vous avez toujours beaucoup d'eau dans le Congo. Ici, à Kinshasa, vous avez jamais il n'y a jamais eu historiquement moins de 22 000 mètres cubes par seconde d'eau qui coule. Donc là, vous avez une artère qu'il faut utiliser. Et donc, notre programme, c'est quoi? C'est faire en sorte que des bateaux puissent relier d'un côté Kinshasa et Kisangani,
Ce qui est déjà fait aujourd'hui avec Kokolo et avec Kungu qui va venir, mais il faut aussi... Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce bateau, il met beaucoup de temps pour aller là-bas. Kokolo met beaucoup de temps pour arriver à Kisangani? Eh oui. Et oui, parce que le fleuve n'est pas navigable de nuit, parce que les conditions de navigation en matière de sécurité... De balisage, donc. De balisage ne sont pas assurées. Le ministre des Transports me dit, il y a, en 30 mois, en 2 ans et demi, il y a eu 3000 morts sur le fleuve, par naufrage. Vous vous rendez compte ce que ça représente? C'est 100 personnes par mois, c'est 3 personnes par jour qui périssent. Donc ce qu'il faut, c'est assurer une condition de navigabilité entre le port de Kinshasa et le port de Kisangani dans de bonnes conditions. Alors ça veut dire effectivement le balisage ou d'autres formules, puisqu'on a réfléchi maintenant, on a beaucoup discuté, ça a été très long avec tous les armateurs, tous les pêcheurs, tous les habitants et autres. On est en train de réfléchir à un système en fait de cartes avec des instruments GPS, des sonars qui permettent en fait aux bateaux de naviguer dans de bonnes conditions de jour et de nuit. Mais ce qu'il faut aussi, c'est équiper le port. Vous avez par exemple aujourd'hui à Kinshasa, il y a une dizaine d'épaves qui sont réparties non loin du port de Kinshasa. Les conditions de navigation sont dangereuses. Donc... Mais est-ce que l'initiative de l'ex-Sonatra, par exemple, de réhabiliter maintenant des bateaux, est-ce que cette initiative est financée ou encouragée par l'Union européenne? À quelle hauteur? Parce qu'on a vu que Kokolo, par exemple, c'est sur fonds propres du gouvernement. On a vu, par exemple, que Kungu, qui est en cours d'être réhabilité, c'est sur fonds propres du gouvernement. Est-ce que vous faites que les constats ou vous apportez aussi quelque chose? Ah ben non, on apporte 60 millions d'euros pour rendre le fleuve aménagé et puis enlever les épaves qui, par exemple, encombrent le port de Kinshasa et c'est réaménager 8 ports sur l'ensemble du parcours. C'est tous les ports importants entre... Donc de Kinshasa jusqu'à Kisangani. Kisangani, en mais passant pas ça, par Mbandaka. Par Mbandaka, par Lissala, par Bumba, etc., etc. Parce que vous avez des grues qui sont plus en état, vous avez des chemins de fer qui vont pas jusqu'au fleuve, vous avez des quais qui sont dégradés. Donc c'est de refaire tout ça. C'est d'aménager également 8 baliseurs. En gros, c'est un baliseur pour 300 km qui va naviguer pour surveiller, enlever les épaves, repérer les endroits dangereux. Mais ça ne se limite pas à Kisangani. Également, c'est réaménager le Kasaï jusqu'à Ilebo et c'est réaménager 2 ports sur le lac Tanganyika parce que là aussi, il y a des problèmes. Ça, c'est vers l'est. C'est vers l'est, évidemment. Oui. Et pourquoi, quand on parle de Ilebo et Kisangani? Parce que là, on retrouve d'autres modes de communication et de transport. Kisangani, on participe à la réfection de la route entre Kisangani et Goma. Elle n'est pas totalement terminée parce qu'il y a toujours des problèmes assez compliqués de sécurité du côté de Walikale, comme vous savez. Oui. Et de l'autre côté, la route on va se rebrancher à Ilebo sur le chemin de fer, donc qui descend sur Kananga et Mweneditu et ensuite le Katanga. Et quand je parle de Kananga et Mweneditu, c'est parce que... En passant par Mbujimaï. En passant évidemment par Mbujimaï. Pourquoi? Parce que là, nous continuons la construction de la route nationale numéro 1. Oui. Donc, mais quand même, M. Dumont, parce que ceux qui nous suivent, notamment les Congolais de l'étranger, ils vont dire, oui, c'est très gentil tout ce que l'ambassadeur dit, mais ça fait quand même trop longtemps que vous êtes dans ces programmes de la nationale numéro 1. Vous avez commencé entre Kinshasa et les Bas-Congo. Mais quand les Chinois sont arrivés pour s'insérer dans ce programme de réhabilitation, on a vu qu'ils étaient beaucoup plus rapides que vous. Ben écoutez, non. Je ne suis pas sûr qu'ils soient plus rapides que nous. Ils étaient plus pragmatiques avec des engins, etc. L'Union européenne, ça traîne. Beaucoup de programmes, beaucoup de discours. Écoutez, non. Quand on regarde les choses, je ne suis pas sûr que les Chinois sont plus rapides. Que les Chinois soient plus rapides. Quand je vois ce qui se passe à Zongo 2, ou même bon, Sikomine, très beau projet, mais commencé en 2008, la production va réellement commencer en octobre 2015.